Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui on se retrouve avec David. Donc David que vous avez vu dans une première vidéo, je vous mettrai le lien juste ici. Aujourd'hui David, on va voir quelques espèces avec toi. Donc ça va se décomposer en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir avec toi? Eh ben aujourd'hui, on va voir un petit peu de faune guyanaise avec le boa canin, que beaucoup de personnes confondent avec Morelia viridis, mais qui n'a rien à voir, vu que c'est un boa. Là j'ai en main mon petit mâle. Bon, il a 4 ans, mais il pousse tout doucement et c'est très bien pour lui. Il n'y a pas de raison de le speeder. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu quand même. David, faune guyanaise, donc il y a une certaine législation là-dessus. Ouais, tout à fait, ouais. Donc faune guyanaise, donc la Guyane c'est français. Et comme tout reptile français, c'est protégé, donc automatiquement ça veut dire pour les avoir, c'est avoir un certificat de capacité et une AOE, une autorisation d'ouverture d'établissement. Même si ce serpent est présent ailleurs qu'en Guyane aussi, mais on prend tout le temps ce qui est le plus restrictif. Et oui. Voilà. Donc du coup, pour avoir cette petite merveille, certificat de capacité obligatoire. A contrario de son cousin, le Corallus Batesi. Ouais, tout à fait, le Batesi qui lui n'est pas présent en Guyane, où on a le droit de l'avoir. Si on a le portefeuille. Voilà, oui, parce que c'est aussi un autre budget, quoi. En parlant de budget, on retrouvera ce type d'animal par exemple en bourse. Ouais, en bourse, alors en bourse française on en voit très peu, parce que bon, vu que c'est réservé à capacitaire, il y a même des bourses qui ne veulent pas exposer des animaux soumis à réglementation comme ça. Oui. Donc on en voit très peu en bourse française. Mais sinon, oui, en bourse étrangère, eux n'ont pas la même législation que nous, vu qu'ils ne sont pas français, donc il n'y a pas cette réglementation guyanaise qui n'est que pour la France. Oui, puisque la Guyane est un territoire français. Et du coup, en termes de tarifs Alors, franchement, on peut en trouver à partir. Allez, on va prendre la fourchette la plus basse, on va dire, allez, on va trouver ça à 300, vraiment là. Mais après, il faut compter une moyenne de 400-500 euros. Sur des animaux ONC? Oui, sur du NC, ouais. De toute façon, c'est pas une espèce qui est forcément rare en terrarium. Non, du tout, non. Après, elle n'est pas super simple à reproduire. D'accord. Enfin, c'est pas ce qui est le plus répandu. Par rapport à un viridis, ou même au niveau de la taille? Alors, au niveau de la taille, il faut compter, on va dire une moyenne de 1,50 m, quoi. En gros, ça va être un peu comme le viridis, oui, au niveau de taille, mais en légèrement plus trapu, quoi. D'accord, oui. Le viridis va être plus fin que le caninus. Et on reconnaît aussi le caninus. Alors, voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Ces petits éclairs, hop, de l'autre côté, pépère, voilà. Alors, il y a un peu sur toute la dorsale, donc il a des sortes d'éclairs, on va dire, ces petits marquages blancs là. Et donc on reconnaît le caninus à ça. Contrairement au Batesi qui lui, en général, il a ses éclairs, mais ils sont reliés par une dorsale blanche, plus ou moins marquée selon les spécimens. La différence aussi avec le Batesi, ce sont les écailles sur la tête. Donc sur le caninus, au niveau du museau, elles sont beaucoup plus larges que sur le Batesi. Et la différence avec le viridis aussi, on voit ici, c'est les grosses fossettes thermosensibles énormes. Ça réagit bien. Ouais, sur la gueule. Voilà. Je fais gaffe parce que... Et voilà, et il a failli. Ça a des gros chicots. C'est assez connu pour ça d'ailleurs. Voilà, et là, il commence à en avoir marre qu'on embête. Ouais, puis là il y a eu plusieurs stimuli, le mouvement, la chaleur. En termes de différence de taille, je crois qu'il y a une différence de taille entre le caninus et le Batesi. Ouais, tout à fait, le Batesi est plus grand, je crois qu'ils doivent tourner aux alentours d'1,80 m, les Batesi un peu plus gros, quoi. Après, franchement, quand un non-connaisseur, il va pas voir la différence. Moi,
Moi je la remarque surtout tout de suite, c'est au niveau de la dorsale. Ouais. Mais après c'est vrai que comme ça, même pendant longtemps à Beauval, ils ont un couple de Batésie qui était noté Caninus en fait. Ouais. Et ils ont mis un petit moment à faire changer les choses quoi. Bah souvent c'est vrai qu'au premier abord on a plus tendance à dire Caninus que Batésie. Corallus caninus, Corallus batésie, c'est comme le viridis, on retrouvera un changement ontogénique. Ouais tout à fait. Donc ils ont un changement quand ils sont juvéniles, ils naissent d'une autre couleur, malgré qu'ils peuvent naître vert aussi, mais il y en a, lui il était rouge quand il était petit. Certainement, ces changements ontogéniques c'est dû à un système plus ou moins défensif on va dire. Ouais. Genre c'est rouge, c'est dangereux, tu m'approches pas. Au niveau alimentation, ici moi il y a... voilà, ça mange du rongeur, un peu de poussin de temps en temps. Par contre in situ, ça peut manger des oiseaux, des batraciens, des rongeurs, mais bon c'est quand même plus disons, en canopée. Ouais. Donc c'est plus ce qu'ils vont attraper en hauteur que... Avec les rongeurs ça monte pas mal aussi. Mais bon, ouais. Voilà. C'est assez opportuniste. Hein. Alors au niveau alimentation, il ne faut pas nourrir gros. C'est des espèces qui ont tendance à régurgiter quand ça mange trop gros. Donc automatiquement, une fois que ça a régurgité, c'est un peu problématique. Avec l'irritation de l'œsophage, tout ça, il faut attendre un bon moment avant de renourrir. Donc surtout c'est des espèces à pas nourrir gros, de temps en temps un petit poussin pour l'effet laxatif. C'est une chose assez importante de ne pas nourrir trop gros. Ouais. Surtout en plus des animaux qui doivent rester sveltes. Ouais. De par leur mode de vie. Et oui, le fait que ce soit arboricole, quand même, il faut qu'ils puissent se déplacer aisément. David, est-ce qu'on n'irait pas voir le terrarium pour parler maintien? Eh bien clairement, comme ça je vais vous montrer tout ça. Bon, donc voilà leur terrarium. Alors je dis leur parce que en fait ils sont deux dedans. Je maintiens un couple tout le temps ensemble. Voilà, juste il n'y a pas de problème, hein, c'est juste faire attention quand on nourrit. Le mieux c'est d'avoir soit d'en sortir un, soit de les avoir vraiment à l'opposé l'un de l'autre pour les nourrir tranquillement et surveiller qu'il n'y ait pas d'attaque de prédateurs, quoi. Enfin de prédateurs, de prédation. Donc voilà, donc moi le terrarium, terrarium arboricole mais en longueur, chauffé sur le fond par une petite grille avec câble chauffant, thermostat, une petite lumière, un bac d'eau, et moi je mets des plantes. Ça permet de tenir une petite hydrométrie quand même qui est plus sympathique pour eux, parce que bon, il y a quand même du bassin amazonien, donc c'est bien d'avoir un certain niveau d'hydrométrie. Pas trop, hein, ça sert à rien de pulvériser à outrance, c'est pas des poissons, ça n'a pas besoin de trop grosse humidité. D'ailleurs, une hydrométrie trop importante, ça va entraîner des problèmes pulmonaires. Voilà, donc il ne faut pas non plus trop pulvériser, une fois de temps en temps, mais pas plus, quoi. Enfin, de quoi maintenir les plantes, et puis voilà. Voilà, donc là c'était le mâle. Je sais pas si vous voyez la femelle qui est là-bas au bout, mais qui est un peu plus joueuse. Donc d'ailleurs le mâle il a l'air de vouloir jouer aussi. Voilà, donc j'aime bien essayer de leur mettre différentes choses. Donc là, différentes matières de branches. J'aime pas les terrariums aseptisés en fait. C'est vraiment un truc que j'aime pas. Voilà, une souche, des cailloux, des machins. Enfin, après, il reste en général tout le temps en hauteur. Ça descend très peu, ça se balade un peu la nuit, quoi. Mais sinon en journée c'est vraiment pépère. Ils n'ont pas d'UV.
avec normalement un serpent n'a pas spécialement besoin d'UV, enfin un serpent qui mange du rongeur du moins, car tout est compris dans la proie, le calcium, tout ça. Donc les UV servant à synthétiser le calcium, on n'a pas réellement besoin pour un serpent qui mange des proies complètes et dont le calcium est contenu dans les os. Alors niveau température, moi je tape un petit point chaud à 28-29 quoi. Et après le reste c'est température ambiante. Dans la pièce il fait quand même une bonne température, hein, ça descend pas en dessous de 22 quoi. Après ils ont leur place de prédilection. Ça bouge pas trop, pas une espèce qu'on voit se réguler régulièrement, enfin en même temps les écarts de température sont pas énormes dans la pièce, donc ça explique peut-être cela. Au niveau reproduction, c'est une espèce qui est vivipare, c'est-à-dire que les petits sont incubés à l'intérieur de la mère, à l'intérieur d'une membrane, que la mère expulse et les petits en fait l'éclatent à la sortie. Donc moi c'est une espèce que je détiens depuis que je suis capacitaire, donc 5 ans quoi à peu près. Alors mon ressenti là-dessus c'est c'est très beau comme espèce, voilà. Après ça manque un peu de dynamisme à mon goût. Moi j'aime de plus en plus les espèces qui bougent, même si ça peut réagir très vite, quoi. C'est une espèce qui est tout le temps sur le même niveau, quoi. En fait, c'est le problème de la captivité. Ça bouge pas des masses. Alors, mes prochaines installations, elles vont être beaucoup plus grandes, beaucoup plus plantées. À voir si ça change un peu le comportement. Mais sinon, franchement, c'est quand même une superbe espèce, quoi. Alors aujourd'hui, on a vu le Corylus caninus. Et la semaine prochaine, je vous propose de voir les Elaphs carinata, une espèce bien vive.